Bon, merci pour ces deux présentations complémentaires, vivantes. Enfin bon, bref, c'était très bien de vous entendre. Et en plus, ben, je pense extrêmement utile parce que ça fait partie des traces, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la mémoire. Et tout ça qui tend à être effacé. Je pense même que dans ce qui a été raconté, ce que tu as raconté, je suis certaine que certaines d'entre vous, même les plus engagés, disons, ça remémore des choses qui étaient un peu oubliées, laissées au placard, etc., etc. Ça remet les choses en place. Vraiment, merci. C'est un travail de trace qui est extraordinaire. Alors, je ne sais pas comment on fait, mais moi j'ai quelques petites questions. Alors, il va y avoir la parole donc avec la salle et je suis chargée d'initier les questions, c'est ça? Moi j'ai quelques petites questions, mais j'en ai trop, donc j'en pose très peu pour vite rebondir sur la salle. Je vais essayer. Quand même, je voudrais dire que sur la Polynésie, il faut lire le livre, sans doute, moi je ne l'ai pas lu, mais je voudrais dire qu'il y a un dossier extraordinaire dans la revue Terrestre sur cette question de l'Indonésie. C'est un dossier qui est très très documenté sur les pollutions atomiques au niveau de l'Indonésie, des réponses, des victimes qui parlent, bon, etc., etc. Il y a un dossier fourni. Voilà, donc ça c'est annexe. Je voudrais juste revenir sur deux choses, sur le racisme dans la pensée écologique. Moi, je n'y reviens pas trop. Mais c'est au-delà de nuire, c'est même des textes qui sont aujourd'hui considérés quand même comme faisant partie du corpus de la pensée écologiste. Je pense par exemple surtout, je travaille dessus en ce moment, c'est Gareth Hardin. Bon, je pense que ça doit dire pas mal de choses, bon, peut-être pas, mais en tout cas, bon, bref, c'est un écologue qui en 68 a écrit un texte qui s'appelle « La tragédie des communs ». Et cette tragédie des communs, c'était donc, évidemment, c'était pour favoriser finalement la propriété privée. Mais cette tragédie des communs, bon, la prix Nobel Elinor Ostrom lui répond, mais elle laisse de côté le fait que c'est une pensée complètement raciste et eugéniste. C'est-à-dire que pour sauver du fait qu'on n'a pas assez de ressources, il faut l'éteindre. Ça marche ? Très bien, merci Renda. Bon, voilà, donc c'est eugéniste. On est trop nombreux, on n'y arrivera pas pour les ressources, donc il faut trier. C'est le quotient intellectuel, c'est tout ça, quoi. Et ça, c'est passé sous la table. Il est considéré dans les histoires comme quelqu'un qui est un libéral, certes, mais tout le côté raciste et eugéniste, ça, c'est quand même passé sous la table. Donc voilà, donc on a du boulot à faire là-dessus. Et alors ma question va pas porter du coup là-dessus parce que ça a été introduit, mais c'est sur ce mouvement sur la justice environnementale. D'abord sur la notion de justice. Moi, j'aimerais que vous précisiez un petit peu parce que dans l'hexagone, notre hexagone, la justice est souvent assimilée à l'égalité dans le désastre, là ce serait, donc à l'égalité, ou bien au fait que, comment dire, à la parité, égalité, parité. C'est-à-dire, bon, et ça, quand même, souvent, c'est vraiment assimilé à ça, la justice. Dans le contexte nord-américain, c'est pas du tout ça, la justice. Et je dirais, et là je vous questionne aussi, c'est que vous n'avez pas parlé, mais surtout toi, Laurence, peut-être, concernant la justice environnementale, de tous les courants qu'il y a, mais les mouvements sociaux en Amérique du Sud. Parce que la question de la justice environnementale, de la justice climatique, etc., bon, bien sûr qu'elle a été théorisée aux États-Unis, qu'elle a été vécue, il y a eu des mouvements très forts, etc. Mais les mouvements en Amérique du Sud, depuis très longtemps, sont des mouvements de justice environnementale aussi, et qui ont été, bon, voilà, qui ont été complètement, et qui sont dans la coalition où j'étais, Climat Justice Maintenant, ils étaient dominants. Les mouvements du Sud. Même s'il y avait les Américains du Nord, c'était dominant quand même.
Bon, voilà. Et c'est à toutes les deux que je vous demande ça. Et peut-être une dernière question, mais ça, c'est... Voilà, parce que moi, je me pose la question. Ça veut dire quoi, mouvement climat? Climat. Voilà. J'ai pas de réponse, hein, mais... Il manque pour moi les paysans aussi, quand même. C'est étonnant que tu nous aies pas parlé de paysans, Geneviève, j'étais étonnée. Ouais, sur la question de la notion de la justice, du coup, ouais, en effet, donc la question de la justice environnementale, ça a commencé à être importé en France à partir du début des années 2000, du coup notamment sous la plume de Catherine Larrère, Raphaël Larrère, etc. Et ce qui s'est passé dans le contexte de l'importation de ce concept de justice environnementale, c'est du coup une transformation à l'aune de la manière dont on définit justice en France, comme le posait Geneviève. Et du coup, ce qui s'est posé principalement, c'est un blanchiment du concept et du coup, une transformation de la définition de la notion de justice pour ceux et celles qui utilisaient justice environnementale, parce qu'en réalité, ce qui s'est joué, c'est le fait qu'on s'est mis à parler d'inégalité écologique, d'inégalité environnementale, où on a même amenuisé et dépolitisé même cette notion de justice qui a disparu, où vraiment les premiers, notamment sociologues de l'environnement, qui ont commencé à travailler sur les rapports inégalitaires et d'injustice, posaient plutôt des débats assez long dans les revues sur inégalité environnementale, inégalité écologique. Bref, tout ça pour dire que cette définition de la justice dans le contexte français, c'est une justice qui se pose à l'aune des questions de redistribution, où en France, on a un rapport assez matérialiste, issu du rapport de l'histoire sociale de la France, à comment la question de la justice environnementale serait le fait de se répartir les maux environnementaux, comme on dit, et de donner un peu de toxicité là, un peu là, mais voilà, comme ça, c'est un peu plus égalitaire, et tout le monde est traité à la même enseigne. Dans le contexte états-unien, il n'y a pas, en tout cas dans l'hégémonie du rapport à la justice environnementale, ce rapport redistributif aux notions de justice. C'est une définition de la justice qui est plutôt inscrite dans les courants philosophiques des théories de la reconnaissance. Du coup, plutôt autour des travaux de Nancy Fraser, Axel Honneth, etc., qui sont un rapport à la justice du fait de reconnaître des spécificités, des injustices. Donc c'est vraiment toute une littérature autour des théories de la reconnaissance qui pose un rapport à la justice comme le fait de subir une injustice et de vouloir réparation, de vouloir des formes du fait de réparer une injustice, quoi. Et peut-être je vais pas être trop long, comme ça on a du temps pour la salle, mais voilà, globalement c'est ça le rapport à la notion de justice et à la manière dont, du coup, dans le contexte français, il a été transformé dans son rapport à la définition de la justice, blanchi en effaçant complètement l'histoire du racisme environnemental de ce contexte-là, et du coup, à mon sens, dépolitisant beaucoup cette notion de justice environnementale, même si full reconnaissance pour les travaux précurseurs, parce qu'on veut toujours full reconnaissance sur le fait que des gens aient travaillé avant soi et qu'on peut voilà, mais il y a quand même des choses qui se sont jouées là-dedans, et pour donner quand même un peu justice aux premiers travaux là-dessus, il y a quand même dans l'histoire de l'importation européenne de la justice environnementale le fait qu'elle est passée d'abord en Grande-Bretagne avant d'arriver en France, et que le blanchiment du concept, il s'est beaucoup joué en Grande-Bretagne plus que chez nous, de ce que j'en comprends, mais voilà, bref. Et sur la question du mouvement climat. Moi, c'est une question que je pose souvent en entretien, que je la pose quasi systématiquement. Pourquoi vous dites mouvement climat? Pourquoi vous définissez du mouvement climat? Moi, j'ai beaucoup de mal avec et puis c'est un truc historique qui m'appartient pas, qui est un truc, je pense, d'affinité politique, avec cette focalisation sur le climat. Ce qui revient beaucoup, étonnamment, que je comprends toujours pas, pour être sincère, c'est que pour pas mal de militants et militantes, ça traduit une forme plus politisée et plus confrontatif au fait de passer par le climat dans les revendications environnementales. Il y en a beaucoup qui inscrivent ça dans le contexte de 2009 et de la suite, et du coup du contexte des COP. Donc je pense qu'à un moment, peut-être que ça a été plus confrontatif et qu'il y avait un enjeu à, notamment, pareil, c'est un truc
qui paraît évident aujourd'hui, mais du coup le contexte des marches climat, c'est un peu le moment qui vient légitimer la question du changement climatique, là où avant il y avait encore beaucoup de climato-scepticisme et un rapport au changement climatique qui n'était pas aussi évident que ça l'est aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui ça a changé et qu'il y a un enjeu du coup à arrêter de parler de mouvement climat, et notamment parce que du coup les biais qu'on retrouve beaucoup dans la focalisation sur la question climatique, c'est le fait que ça invisibilise la pluralité du rapport à l'écologie, et notamment, enfin moi mon obsession c'est la question des toxiques, où moi je considère que le changement climatique c'est un élément de l'intoxication du monde parmi beaucoup d'autres, et notamment de l'intoxication chimique et d'intoxication nucléaire. Et cette focalisation sur le mouvement climat, enfin sur cette notion de climat au sein du mouvement écologiste, ça pose ce que disait Laurence, qui est une critique assez classique notamment qui a été faite par les historiens de l'environnement sur les transformations de l'histoire de l'écologie pendant les années 90. Pour le dire très vite, l'écologie se transforme dans les années 90 avec du coup un embourgeoisement et une droitisation de l'écologie, pour vraiment être ultra caricatural. Et ce qui se joue dans ce rapport-là, c'est une montée en technicité, avec ce truc de l'écologie techniciste, et où du coup la réponse serait une réponse technique et du coup une réponse géo-ingéniérique, et qui du coup focalise sur le climat, où il faut mesurer les taux de CO2 et capter des taux de CO2, blablabla. Et le pendant de ça qui est que chacune on est responsable de notre propre bilan carbone et du rapport au CO2 qu'on dégage, et du coup la responsabilisation individuelle autour de ça. C'est les deux pans que Laurence avait déjà cités des transformations environnementales, et qui se cristallisent autour de ce mot de climat. Et du coup je pense qu'on a besoin de changer de nom à ce mouvement et de plus l'appeler mouvement climat. Mais Merci Geneviève pour tes questions. C'est rigolo. Enfin, du coup, je reprends sur cette histoire de mouvement climat. C'est une question qu'on m'a posée à l'issue des présentations que j'ai pu faire du livre ces derniers temps, un peu en mode « et du coup, le mouvement climat aujourd'hui ?» Et j'ai pas su répondre à cette question. Et je trouve que, à part que le contexte politique, qu'il y a eu un moment de climax en 2018-2019 avec les marches pour le climat, qu'après il y a eu le Covid, et que j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui, je pense, est beaucoup plus complexe que... évidemment, il y a la répression hyper forte qui se joue, mais qu'il y a aussi quelque chose qui s'est reconfiguré à ce moment-là, et que, il y a plus vraiment de mouvement climat tel qu'il existait, en tout cas à ce moment-là, et peut-être qu'il est arrivé à son climax à ce moment-là, et que là, c'est autre chose qui se joue. Et ça me fait penser aussi à certaines des personnes des soulèvements de la Terre, qui, en réponse aussi à cette idée que le mouvement climat, c'est lutter pour... aussi, des fois, il y a l'abstraction de la question, la technicisation de la question, tout ce que ça peut induire de parler de climat, et du coup de prendre le contre-pied et de parler de soulèvement de la Terre, et du coup d'ancrer la question environnementale dans la Terre, qui est à la fois, du coup, une question coloniale de l'accès à la Terre, et du coup, c'est ça, les soulèvements de la Terre, et aussi une question paysanne, pour faire... Pas juste pour faire plaisir à Geneviève. Et du coup, pour moi, c'est des mouvements, en tout cas, sur lesquels, dans lesquels j'étais impliquée, et ce qui ressemble plus, ce qui hérite beaucoup, c'est des mouvements que moi, du coup, j'appelle pas climat. Que je pense ce qui était important, c'était ce terme de justice climatique à ce moment-là, et c'est hyper fort au milieu des années 2010 d'hériter de cette histoire. Justement, quand l'écologie... ça me fait penser à une des personnes qui coordonnait la coalition Climat 21 et qui dit « Ah, j'ai compris le truc avec le climat, là, ça y est !» Parce qu'avant, elle était en mode « j'avais pas bien compris le truc politique, en fait, de la question climatique. » Mais là, quand on parle de justice climatique et d'inégalité, etc., et de demande de justice, ça prend toute une autre tournure, quoi. Donc, moi, je suis très attachée au terme de justice climatique, mais c'est pas un terme qui est devenu hégémonique. Les gens disent pas « Ah, je lutte pour la justice climatique ». Par ailleurs, ça a été très judiciarisé, et c'est super tous les procès qui ont pu être faits dans la deuxième moitié des années 2010
avec notre affaire à tous. Notre affaire à tous. En gros, la justice climatique a été aussi prise dans un sens très, du coup, strict du terme, de procès qui ont été adressés à des États dans différents pays. Et en France, ça a été porté par notre affaire à tous. Et du coup, moi, ça me faisait toujours un peu des trucs moi, travailler sur les mouvements pour la justice environnementale, justice climatique, et de voir que d'autres personnes utilisaient les mêmes termes pour parler de choses extrêmement techniques, qui sont aussi importantes, mais qui ne m'intéressaient pas. Et du coup, là, sur la question de la justice, moi, justement, j'ai beaucoup à écouter, je crois, parce que je ne savais pas qu'il y avait ces trucs de traduction et de changement de la notion de justice qui s'opéraient. Et pour revenir sur la présence des voix des Amériques du Sud, je pense on avait une contrainte de temps, et d'ailleurs, désolée, j'arrive pas du tout à mesurer comment c'était dense et suivi ou pas, est-ce que c'était compréhensible, parce qu'il y a beaucoup de noms de collectifs, etc. Mais en fait, évidemment, le mouvement pour la justice environnementale, en le présentant vite, c'est plus facile de dire que c'est le mouvement nord-américain parce que c'est le mouvement qui se désigne comme tel, mais que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein d'autres mouvements qui portent exactement le même type de cadrage. Et là, je pense à Juan Martinez-Allier qui parle de l'écologisme des pauvres, lui, et ça veut dire la même chose en fait. Il parle de l'écologisme des pauvres contre l'environnementalisme des riches, et en vrai, c'est un peu les mêmes constats. Et même si, oui, il y aurait... Mais ce truc de poser la question de la justice, en tout cas au milieu de l'écologie, Renda, tu pourras raffiner. Et aussi de dire que les mouvements pour la justice climatique, comme Renda les a introduits, c'est en fait une espèce de rencontre entre les mouvements écologistes, qui à la base se mobilisent sur les questions du nucléaire et des limites de la croissance, puis la question climatique, elle vient dans les années 90, avec les mouvements altermondialistes, au début des années 2000, et les mouvements altermondialistes, ils sont portés par les pays d'Amérique du Sud, mais aussi les pays d'Afrique, les pays d'Asie, etc. Et c'est vraiment l'idée de faire contre-projet au néolibéralisme de Zirizno, alternative à la Margaret Thatcher, et de proposer des forums sociaux mondiaux, etc. Mais en tout cas, c'est des voix, évidemment, qui étaient portées par des collectifs de partout dans le monde, et notamment sud-américains, et voilà. Et du coup, c'est hyper important. Et je pense que, par ailleurs, tu connais mieux cette histoire, Geneviève. Tu pourras en dire plus si tu veux. Et après, sur la question de « il manque les paysans », que tu n'as pas posé, vraiment. Mais moi, c'était quelque chose que j'ai essayé de raconter, je pense, trop rapidement, là, en revenant. C'est toujours un peu délicat de raconter un moment de mobilisation d'il y a 10 ans, qu'il ne s'agit pas du tout de dire « les gens ont fait de la merde ». Les gens ont fait ce qu'ils ont pu dans le contexte politique qui était le leur, et c'était déjà ultra fort. Et évidemment, il y avait aussi des gros ratés. Il ne s'agit pas de tout lisser, de faire « tout le monde était super », bien sûr que non, quoi. Mais il y a eu vraiment, en tout cas, comme il n'y avait que 1 an, il y a eu cette focalisation pour le sujet de la justice climatique en France vers les habitants des quartiers populaires ou vers les exilés, qui est une autre façon de penser la question raciale en France hexagonale, quoi. Qui est tout à fait légitime et juste. Et du coup, les tentatives d'alliance qui ont été portées étaient plutôt vers des collectifs de sans-papiers en lutte pour leurs droits, et des tentatives d'approche avec des militants de quartier, comme j'ai pu le raconter. Et du coup, dans la coalition Climat 21, des gens à ce moment-là disaient « mais est-ce que dans le premier bloc, il ne faudrait pas aussi qu'il y ait les paysans, les viticulteurs ?» C'est aussi eux les premiers concernés en fait par la question climatique, parce que là, pareil, on rebelote. En 2015, on pouvait encore se dire « ah, le dérèglement climatique, c'est quelque chose de pas très très concret que nous, on ne connaît pas ». Maintenant, ça a complètement changé. En fait, on avait l'impression que ce n'était pas une réalité qui aussi matérielle et tangible en France hexagonale, quoi. Mais en fait, il y avait déjà des gens qui étaient en prise avec les effets du dérèglement climatique. Et évidemment, les premières personnes, c'est les personnes qui travaillent avec la Terre. Et du coup, c'était des débats qui existaient à ce moment-là, et des personnes, et je pense à juste titre, et de toute manière, cette marche n'a pas eu lieu, poussaient très fort
pour que ce soit surtout des collectifs qu'on ne voyait pas dans les marches et qui ne sont pas habitués de l'histoire de la lutte environnementale, qui soient devant, et ça posait énormément de questions. Mais bon, et du coup, je trouve ça intéressant que quelques années après, quand Noura El Wardi, qui aujourd'hui dirige le CRID, qui est une asso de solidarité Nord-Sud historique en France, et travaillait déjà qui a coordonné la coalition climat au Maroc, donc de la COP 22, parce qu'elle est franco-marocaine. Quand on lui demande de produire un rapport sur comment approfondir le mouvement pour la justice climatique en France en 2018, elle dit les alliances sur lesquelles il faut qu'on travaille, c'est le mouvement syndical, le mouvement nucléaire, enfin le mouvement anti-nucléaire, le mouvement paysan, les luttes de territoire, et après évidemment mais c'est aussi tous ces, parce que c'est un peu comme quand il y a un nouvel objet politique qui arrive, et c'est un peu ça reprend cette idée du levier de d'abord on invisibilise, ensuite on ne regarde que ça, alors qu'en fait c'est un peu aussi tout ce truc qu'on peut critiquer Pardon, après j'arrête. Mais il y a une militante qui s'appelle Fania Noël qui est afroféministe et qui avait été employée par 350.org, qui est du coup une grosse organisation climat autour de la COP, et elle disait, et évidemment que à ce moment-là, elle est recrutée aussi parce qu'elle est noire. Et elle disait, par contre, en fait, il va falloir comprendre que les Noirs et les Arabes, on est des sujets politiques et qu'on n'est pas là pour colorier la photo, en fait. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. J'ai oublié, moi, j'arrête. Mais du coup... Je parlais de quoi ? J'ai oublié, pardon, j'arrête. Je reviendrai. Ouais, j'ai perdu mon fil. Ça marche ? Oui. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est faire circuler la parole à la salle pour quelques questions pour Laurence et Renda, et ensuite te redonner la parole un petit peu, Geneviève. Comment ? Te redonner la parole ensuite, parce qu'il va falloir que tu nous parles de ce bonnet qui est face aux yeux de tout le monde et dont on a envie d'entendre l'histoire. Bonsoir. Moi, j'avais une question pour Renda par rapport à la politique de la ville et les quartiers prioritaires dans le 93, sur ces collectifs qui se sont créés. La politique de la ville, donc c'est des contrats de ville qui ont changé de nom depuis le temps, avec pour réduire les inégalités entre les quartiers prioritaires et les autres quartiers. Et la transition écologique, c'est le mot d'ordre depuis 2022 sur ces quartiers prioritaires. Donc, qui dit transition écologique, on voit quand même le lien avec justice environnementale. Est-ce que ces structures-là, comment elles ont été accueillies par les techniciens, les élus de la politique de la ville, de l'État, des techniciens, on parlait de l'Anchité tout à l'heure, qui sont souvent, on pouvait avoir travaillé pendant 7 ans, on est là-dedans. Comment ça a été accueilli d'avoir d'autres acteurs, des acteurs militants? Est-ce que ces groupes d'action ont décidé de rester neutres sans avoir de financement public, ont essayé d'avoir des financements publics? Voilà, c'était pour savoir aujourd'hui, est-ce que vous avez cette vision-là sur le rapport à l'institution, que ce soit les collectivités territoriales et l'État, qui a quand même une injonction sur la transition écologique, pas que la laïcité et le développement économique, mais sur ces 3 sujets-là. Donc, est-ce qu'ils ont pris en compte leurs paroles, leurs mouvements, leurs actions? J'ai pas vu quelle main s'est levée en premier. La vôtre. Et toi ensuite, c'est bon? Ça marche? En fait, moi, je voulais vous poser une question, parce que évidemment, il y a un lien entre les inégalités sociales et du coup l'écologie, comme vous l'avez très bien expliqué toute la conférence, et donc forcément, il y a une utilité dans la convergence des luttes. Mais est-ce que, je comprends quand dans un mouvement écologique, on prend des gens qui luttent donc contre le racisme, les violences policières, etc., parce que du coup, ils subissent dans le racisme plein de violences, dont les violences environnementales que vous nous avez expliquées. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte de récupération politique, par exemple quand on voit la photo
Adama, écologie, laissez-nous respirer. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de récupération politique où on vient servir un petit peu de la lutte contre les violences policières, par exemple, pour mettre en avant l'écologie, ce qui est une cause noble de mettre en avant l'écologie, mais peut-être pas dans toutes les formes de violence raciale. En 3 questions, une dernière. Ouais. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Et d'abord, je voudrais dire merci pour votre présentation. J'ai beaucoup apprécié la façon dont vous êtes... la complicité, en fait. On a senti entre vous. On a senti que vous avez une espèce de complicité concertée. On a senti que vous avez préparé un petit peu ensemble. Et c'était très agréable par rapport à d'autres, des fois, d'autres présentations où c'est très, très parallèle. Donc, je voulais juste dire ça. Et je voulais réagir sur la question de... La contribution de l'Amérique latine. Il se trouve que je vis dans les Andes depuis 15 ans et j'ai beaucoup travaillé avec des communautés en lutte sur divers types de contextes et contre divers types d'acteurs. Et je suis toujours un petit peu gêné avec la notion d'écologie et de ce que c'est qu'un écologiste quand je suis en contact avec des expressions écologistes, des subjectivités écologistes en Amérique latine. J'ai toujours du mal en fait à faire correspondre avec ce qu'on entend par écologiste. Et donc d'ailleurs, en fait, vous êtes passé très vite sur le terme écologie. Vous dites bon ça on sait ce que c'est. Et en fait, je pense que finalement, il aurait peut-être valu s'attarder un peu plus sur le terme écologie. Et d'une certaine façon, je me dis que justement, la notion de justice environnementale, de racisme environnemental, elle permet de prendre en compte beaucoup plus d'expressions, beaucoup plus de subjectivités qui s'expriment et qui, finalement, sur lesquelles le terme écologiste apparaît comme plaqué parfois avec une vision très, très ethnocentrique, finalement, ou eurocentrique et de l'Occident. Donc, je me demandais si vous pourriez... produire un petit peu plus de réflexion là-dessus. Vous avez mentionné Ferdinand, mais il y a peut-être aussi d'autres types de mouvements. Je pense aux humanistes, l'afrocentrisme, mais aussi le humanisme aux États-Unis. Il y a des expressions en Amérique latine de ce type aussi de mouvement. Et je me demandais si vous pouviez réfléchir, nous aider à réfléchir un petit peu sur la notion d'écologie, d'écologisme. Qu'est-ce qu'être écologiste? Qu'est-ce que c'est que l'éthos écologiste? Et comment on arrive à conjuguer ça avec d'autres ontologies, ce qui est quand même important quand on parle de blanchité, de racisme et de dimension coloniale. Voilà, merci d'avance. Je suis pas sûre d'avoir tout compris sur la première question, mais si j'ai bien compris, la question c'est le rapport des militants et militantes dont je parle aux questions de politique de la ville et aux transformations d'écologisation des politiques de la ville actuelles. C'est ça? Ouais, ok. Alors là-dessus, je pense qu'il y a une pluralité du coup de réactions et de rapports à ça, où du coup, dans l'histoire des luttes des quartiers populaires françaises, il y a un peu une dichotomie qui tend à disparaître aujourd'hui, mais historiquement, il y a une forte dichotomie entre les collectifs de quartier qui plutôt ont un rapport dit autonomiste et du coup qui n'ont pas de lien et de rapport à l'État, ne demandent pas de subventions publiques, ne travaillent pas avec les politiques publiques, etc. Et il y a un pan plus associatif qui a tendance à beaucoup travailler avec l'État et notamment beaucoup avec les politiques de la ville et les politiques publiques en général. Moi, ce que je vois dans le contexte de mes travaux de recherche actuels, c'est que cette dichotomie-là, elle disparaît du coup et que plutôt les nouvelles générations de militants et militantes ont tendance à jouer avec les rapports, avec les subventions, avec les fondations, avec les espaces municipaux, et que plutôt ces divisions qui ont longtemps marqué du coup les milieux antiracistes français, je trouve heureusement disparaissent progressivement. Après, du coup, les politiques publiques, les politiques de la ville dans les contextes, elles dépendent de chaque ville, quoi, et du coup des acteurs et des techniciens et techniciennes dont tu parlais qui les mettent en place. Et un des trucs dont je peux dire par rapport à ça, parce que
y en a beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup un rapport de lutte contre la gentrification que ça produit, quoi, et de comment, du coup, la mise en place de ces politiques écologistes en quartier populaire sont beaucoup prétextes à gentrifier les quartiers et à faire des éco-quartiers pour, du coup, déloger les personnes et faire renouveler les rapports historiques de la rénovation urbaine et du coup, exclure les populations les plus précaires des quartiers. Il y a aussi un rapport utilitariste où en fait, là du coup ça débloque des fonds sur les questions environnementales où du coup on peut faire des projets de subvention de jardins partagés ou de formation à l'écologie en quartier, et où ça, en vrai, ça tend une manne financière pour certains collectifs de quartier dont ils se servent et où je pense que le mouvement d'écologisation de certains collectifs est aussi lié à ces mannes de thunes qui apparaissent. Enfin, il y a tout le contexte de montée des questions environnementales collectives, mais il y a aussi comment la politique de la ville en quartier va beaucoup orienter les projets des collectifs militants, parce que c'est comme ça qu'ils trouvent des financements. Et vu que la politique de la ville, elle pousse cette question environnementale avec un prisme qui n'est pas le nôtre, qui est beaucoup du truc d'éco-gestes, en fait, quand même, les quartiers c'est sale, il faut nettoyer, tout ça. Du coup, il y a quand même des subventions qui sont disponibles par ce biais-là. Et où il y a eu toute une période, beaucoup de la mode des clean projects, quoi, on va donner des sous pour que les gens mettent des petits gilets pour aller nettoyer les quartiers, ce genre de trucs, quoi. Et je suis désolée, je crois que j'ai pas... je pourrais raconter plein d'autres trucs, mais je ne sais pas si c'est très pertinent, mais en tout cas, on pourra en discuter ensemble par la suite s'il y a un truc en particulier qui te questionnait là-dessus. Et après, il y a aussi, du coup, qui sont ces techniciens et techniciennes en interne des institutions publiques, et où soit c'est des gens de l'extérieur plutôt formés aux questions environnementales, qui viennent de parcours liés à ces questions-là, soit, du coup, c'est des gens... moins compétents et qui apprennent sur le tas et qui ont beaucoup de stéréotypes sur les questions environnementales, quoi. Du coup, ça donne sur les projets de politique de la ville écologique, il y a des trucs très, très, très inégalitaires, quoi, du coup, qui se posent. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre là, spontanément, à en dire. Désolée. Et ouais. Et sur la question de l'utilité de la convergence des luttes et des perspectives de récupération politique, notamment dans le contexte du 18 juillet 2020, en fait, moi, du coup, j'ai vraiment suivi pendant plusieurs mois la fabrique de la marche Adama, de la manière dont je l'ai appelée dans le mémoire. Vraiment tout le dispositif qui a fait que ça s'est fait, quoi. Et du coup, pour moi, ça a été un exemple de réelle convergence que j'ai pu observer dans les luttes, autant sur le fait d'y participer ou de les documenter, du coup, et où chacune y trouvait son compte, en fait, vraiment, avec cette stratégie, du coup, du côté du comité Adama qui renvoyait au fait que, à l'époque, en tout cas, leur objectif, c'était de faire que la question des violences policières soit une question qui devienne mainstream dans le milieu des mobilisations collectives et que tout le monde se saisisse de la question des violences policières. Donc ça, à un moment même avant les Gilets jaunes, etc., quoi, de vraiment se dire, faut partir des populations les plus dominées et de leurs revendications. Et en quartier, dans les milieux antiracistes, la première revendication, c'est la lutte contre les violences policières. Et du coup, ils ont vraiment travaillé et appelé à une convergence autour de ça. Et du coup, l'année qui a précédé 2020, du coup 2019, il y a eu la marche Adama 3, qui était acte des Gilets jaunes. Et du coup, il y avait ce truc-là de Gilets jaunes partout, vraiment mettre en avant les Gilets jaunes dans le contexte de la marche. Et du coup, le comité Adama voulait mettre en avant une autre lutte pour du coup travailler à rendre compte de comment, dans le concret, ils travaillent les convergences politiques. Et pour eux, c'était un vrai objectif d'avoir les écologistes mis en avant et de montrer que, au fin fond de Beaumont-sur-Oise, comme ils disent, du coup, dans le quartier, les écologistes se déplacent et faire que la question des violences policières devienne un sujet pour les écologistes, quoi. Et qui pour moi a été une forme de, ce qui a été compliqué, qui a posé, il y a toujours des loupés, toujours des complexités, mais en vrai qui a été assez une réussite à ce moment-là quand même. Et là où c'était intéressant, pour juste donner un dernier élément là-dessus, c'est que pour le coup, le comité Adama, il avait un peu un rapport de quel que soit le collectif écologiste, en fait, nous, on veut donner à voir qu'il y a de l'écologie aussi chez nous, qu'on s'allie avec les écologistes. Et au départ, du coup, suite à la coalition qu'il y avait eu dans le cadre de Italie 2, que j'ai évoqué très très rapidement tout à l'heure, c'était avec Extinction Rebellion que ça devait se faire.
Et du coup, ça ne s'est pas fait avec Extinction Rebellion parce que en vrai, les camarades qui ont participé aux réunions avec le comité Adama, avec le Front de Mer et avec d'autres étaient trop racistes. Et du coup, c'était catastrophique. Et du coup, ils ont fini par se dire, ok, on ne travaille pas avec Extinction Rebellion. Et vu que le Front de Mer commençait à travailler avec Alternatiba, ils se sont tournés vers Alternatiba en disant « Et vous, ça vous intéresse ?» Au début, Alternatiba a dit « Non, c'est le week-end de notre camp climat et du coup, on n'est pas dispo. » Puis après, il y a eu le confinement, 2020, le camp climat a été annulé. Et puis, il y a eu le décès de George Floyd et du coup, une montée en puissance de ça. C'est pour ça que j'insistais sur la manière dont le comité Adama a été considéré comme un bloc puissant par l'imaginaire des mobilisations collectives. C'est parce qu'il y avait un rapport de force qui était posé par le comité Adama et que d'un coup, ça devenait un acteur légitime, que Alternatiba s'est dit « Ah ouais, quand même, ça serait badass qu'on soit dans les rues de Beaumont-sur-Oise le 18 juillet 2020. » Après, ça a déclenché une vraie intention, et je ne veux pas du tout jeter la pierre aux camarades, ça a vraiment déclenché un truc de prise de conscience que, ah oui, en fait, le racisme et l'antiracisme, ce sont des enjeux importants que le collectif a continué à travailler après, mais qui n'étaient pas préalables à tout ce contexte-là, quoi. Et ouais, et du coup, vraiment, je pourrais détailler plus, mais il y avait vraiment du gagnant-gagnant dans tout ça. Ce qui a posé question côté collectif de quartier, et notamment pour les autres familles de victimes des violences policières, de se dire, ok, ça veut dire quoi? On veut respirer quand on parle de plaquage ventral et d'asphyxie, avec la question du climat, mais qui était pleinement travaillé et assumé côté autant comité Adama que Front de Mer, quoi. Voilà. Et du coup, en 2 phrases, parce que le temps passe trop vite, et que ça serait cool que je laisse la parole à Laurence et qu'il y ait d'autres questions. Mais moi, c'est un truc que je travaille dans ma thèse, ce truc de l'écologie, la nature, l'environnement, comment ces termes, on les historicise et qu'est-ce qu'ils veulent dire en fait. Parce que pour moi aussi, en fait, écologie, ça veut tout et rien dire, quoi. Et du coup, pour ce que j'en ai fait pour l'instant, à savoir pas grand-chose, mais du coup, je suis remontée un peu sur d'où vient le mot écologie et du coup de tout le contexte scientifique de la biologie, du coup, et de la manière dont c'est quand même un terme qui vient vraiment des disciplines scientifiques, qui par ailleurs, bon, ça c'est un peu mon prisme obsession raciale, on va dire, mais qui sont aussi, du coup, tous les naturalistes de l'époque, qui sont les mêmes qui par ailleurs ont aussi créé les catégorisations raciales. Oui, il y a un peu un truc un peu complexe, je pense à Linné là en disant ça, mais Carl von Linné du coup qui fait partie de ces gens qui ont fait plein de catégorisations des êtres vivants, mais qui ont aussi catégorisé du coup les êtres humains en différentes races, quoi, et qui a été repris par la suite, quoi, et ouais, en une phrase pour poser un peu c'est quoi mon rapport à ça, moi du coup l'écologie pour moi c'est en fait, le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, c'est le contexte de la mise en place de l'hégémonie de ce qu'on appelle la modernité. On pourra y revenir si ça intéresse des gens. Et du coup, dans ce contexte-là, donc la modernité, c'est vraiment la mise en place d'une culture occidentale avec la raison, la science, l'individu et en dehors du collectif, un individu rationnel, indépendant, tout ça. Enfin, vraiment la culture hégémonique dans laquelle on vit. Et en fait, parmi les conséquences de la mise en place de cette hégémonie de la modernité, il y a l'intoxication du monde et le fait que des gens meurent des pesticides, de la radioactivité, etc. etc. Et du coup, il y a des mèmes de ce contexte hégémonique moderne, donc des modernes, pour le dire un peu... donc des Européens, quoi, qui se sont retournés un peu face à ce contexte-là, et notamment les dominés de l'Europe, quoi, les dominés de la modernité, notamment les paysans, les paysannes, comment, en fait, pour moi, l'écologie, c'est la manière dont les personnes victimes de l'intoxication d'un modèle imposé par l'Europe au reste du monde ont commencé à se dire « Ah, en fait, merde, le modèle, il est pas sain, il nous intoxique tous et toutes, quoi. » Et du coup, pour moi, c'est un mouvement qui, dans les tentatives qu'il y a en science de vouloir se dire « Ah, mais il y a de l'écologie là, et là aussi, en Inde, il y avait un mouvement écologiste », et un peu de réécrire l'histoire à l'aune du fait de chercher des analogies d'écologisme.
pour moi, il y a un peu un truc en fait, non, l'écologie, initialement, c'est vraiment un truc de blanc, en fait. Et c'est vraiment un truc posé dans un contexte spécifique où les autres communautés, les autres peuples de la Terre, quoi, ils ont un autre rapport aux vivants et aux écosystèmes, en fait. Et vu que ce rapport-là aux écosystèmes et la capacité d'intoxication du monde, elle s'est généralisée avec la colonisation et avec la mondialisation, l'occidentalisation plus large, l'écologie devient un sujet collectif. Mais initialement, les modalités de pouvoir intoxiquer le vivant, telles que c'est fait, et qui nécessitent du coup une lutte écologiste, pour moi, c'est une réponse à une intoxication. Bah ça, il n'y avait pas ça ailleurs, en fait. Et du coup, je vois pas trop l'intérêt de donner une liste du coup d'autres rapports au monde avec d'autres rapports à la nature, etc. Mais clairement, pour moi, ce mot-là, écologie, c'est plus une réaction de lutte et de militantisme, en fait, quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai grand-chose à ajouter, en fait. Peut-être sur la question de la récupération, moi, ce que je trouvais intéressant, et quand Renda, tu me racontais, c'est que c'était vraiment une entre-instrumentalisation. Et ça, moi, j'avais trouvé... Enfin, tout le monde était assez conscient. Et genre, par exemple, aussi, le Front de Mer avait choisi Alternativa pour s'allier. Et au début, n'était pas parti sur Alternativa, c'était un collectif écologiste. Mais Alternativa étant quand même très légitime et très... mainstream à un endroit, c'était ce collectif-là avec lequel il y avait eu l'envie de travailler. Enfin, du coup, il y a quand même un truc de... tout le monde est au courant qu'il y a des stratégies politiques et comment on travaille ensemble et on crée quelque chose à partir de là. Ça me fait penser à... aussi comment les questions elles se posaient parce que là je vous ai raconté un des récits du livre, mais la question de s'allier avec les marges ou construire un mouvement de masse, c'était des questions, et comment on intègre l'antiracisme dans le mouvement environnemental écologiste majoritaire au milieu des années 2010, ça a traversé les collectifs de plein d'autres manières qui sont racontées aussi dans le livre et que je ne vais pas revenir dedans, sinon je vais me perdre encore. Et après, sur le terme d'écologie, je pense il y a un truc de... oui, c'est clair que c'est pas du tout un terme parfait, mais c'est le terme qui existe. C'est le terme que les gens utilisent politiquement. Et du coup, oui, on pourrait créer... du coup, évidemment que ça invisibilise plein d'autres ontologies et que, en effet, comme ce que vous disiez là, les subjectivités écologistes, évidemment, c'est beaucoup plus fin de dire ça comme ça, et que le terme écologie, il est hyper problématique parce qu'il est hyper miné, et c'est trop intéressant tout ce que tu dis, Renda, sur le lien avec la biologie et comment c'est les mêmes chercheurs qui ont aussi créé le racisme scientifique, si on y va un peu rapide, mais quand même, certains oui. Mais qu'en attendant, c'est le terme qui existe, et que après, moi j'avais rencontré des militants qui préféraient le terme d'environnement, qui trouvaient plus large, plus justement moins, que ça leur faisait moins hérisser le poil de parler de lutte environnementale que de lutte écologiste, parce que je pense que c'était moins marqué socialement, racialement, etc. Et en même temps, il y a d'autres militants qui trouvent que c'est important d'investir le terme d'écologie, parce que il est plus chargé politiquement à des endroits. Et c'est hyper intéressant aussi là ce que Renda racontait sur le Front de Mer, de vouloir justement être reconnu comme sujet politique, comme sujet écologiste. Du coup, je trouve que c'est des questions qui sont hyper complexes et qui doivent continuer à être travaillées. Mais qu'en attendant, quand même, on voit de quoi on parle. Et après, sinon, on pourrait dire écologie décoloniale, mais ça pose aussi la question. Moi, je travaille dans une librairie, on a créé un rayon écologie décoloniale. C'est moi qui l'ai créé. Évidemment, ça me fait trop chier. Ça veut dire que tout le reste de l'écologie, c'est de l'écologie raciste. Non, c'est pas ça. C'est une façon de mettre en avant aussi. Mais bon, ça pose plein de questions très pratiques et très situées, en fait. Et je pense que ma réponse, ce serait de quelle lutte on parle, en quel contexte et pourquoi faire. Je propose qu'on prenne 2 autres questions, et ensuite, Geneviève, si tu es d'accord, te redonne la parole. On a le temps, je ne sais pas quelle heure il est, je n'ai pas d'heure avec moi. Ok. Pas trop long ?
Je vais essayer de ne pas être trop long. Moi, je suis votre sujet d'étude. Je suis venu ici parce que j'ai eu l'information par l'Assemblée des quartiers à Toulouse, où était présente donc Malika Ouassak samedi dernier, sur une réunion qui avait la conférence aujourd'hui. Moi, je suis responsable d'un comité de quartier à Papus, Tabar, Bordelongue, qui sont les quartiers les plus pollués de Toulouse, les plus soumis aux problématiques effectivement de santé liées au dérèglement climatique. Et on a une petite histoire, alors je pourrais vous la raconter, ça peut être long, mais juste qui explique comment on est pris dans ces phénomènes, effectivement, d'écologie, de blanchité et d'antiracisme par le prisme, comment dire, d'une lutte que nous, au départ, on était plutôt lutte de classe, puisqu'on est un quartier où il y a beaucoup d'anciens syndicalistes ou de syndicalistes, moi j'en suis issu, au milieu des cités. Et sur un comité de quartier, on a mené des actions. Et au moment de 2019, en particulier, il y avait le bailleur social public qui voulait absolument arracher des arbres pour faire des parkings, pour vendre la cité Papus à la découpe, pour rentrer dans les lois sur le renouvellement urbain. Parce que tout, voilà. Et nous, on s'est dit, mais c'est pas possible. Donc, on a fait des marches du vendredi après-midi, Greta Thunberg, à Papus, où on a fait venir l'ancien maire Pierre Cohen, etc., en disant, c'est pas possible. Bon, ils nous ont fait les premiers, donc on a eu l'équivalent de 2 ou 3 terrains de foot disparus qui sont devenus des parkings. Mais après, entre-temps, il y a eu de l'évolution législative. Et alors après, tout le monde était pour la zéro artificialisation nette. Donc aujourd'hui, ils sont toujours tous pour zéro artificialisation nette. Donc plus de parking. Si, ah mince. Ah ben oui, parce qu'il faut quand même faire les parkings, parce qu'il faut toujours vendre la cité Papus à la découpe. Et donc aujourd'hui, ils captent les espaces de stationnement public pour en faire des stationnements privés payants pour les locataires, plus cher que le stationnement résidentiel du centre-ville, pour pouvoir éventuellement un jour vendre des appartements de la cité Papus à la découpe, puisque quand on fait de la promotion immobilière pour gentrifier, on va à un appartement avec un parking. Et là, on se bat toujours contre le stationnement payant, et tout ça, effectivement, avec des administrations de Toulouse Métropole Habitat et de la mairie de Toulouse qui disent, mais dans ces quartiers, ils ne comprennent rien quand même, parce qu'on fait tout ça pour amener du meilleur écologique, y compris, ils ont rénové, alors ils ont mis, ils rénovent thermiquement la cité, et ils ont mis les permis de construire pour la rénovation en même temps que les permis de construire pour la résidentialisation et la privatisation des parkings. Et quand on a protesté contre ce permis de construire, le comité de quartier, tous les locataires ont dit, si vous n'avez pas la rénovation énergétique, c'est à cause du comité de quartier. Et chacun a reçu sa petite lettre. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la réalité sociale du dénigrement. Et effectivement, il y a dans ces quartiers beaucoup de gens issus, effectivement, racisés, etc., mais avec lesquels on fait nous commun sur notre terre, nos terres de Papus, Tabar, Bordelongue, et on essaie de cultiver ça. Voilà. Et ça, c'est une alternative qui permet à la fois de définir une écologie populaire revendicative, de combat. Et pour répondre à une question, on est voisins avec la famille, effectivement, alors j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, de Bilel, à Farouette, qui a été victime d'un accident de la route a priori causé par les forces de l'ordre. Et bien effectivement, on fait solidarité des voisins. Et la question écologique est inclue avec le reste. Et pour nous, il y a un lien de territoire qui se fait autour de ces questions de l'écologie populaire. Merci. Moi, je suis contente de ce que vous venez de dire parce que ça montre que les choses se jouent dans la réalité et que, comment dire, le fait de vouloir à toute force assigner à une idée, ça c'est antiraciste, ça c'est écologique, ça c'est... quelquefois, ça permet de rater la réalité, justement, et que c'est dans la confrontation avec la minutie de ce qui se joue
que se créent les solidarités, parce que l'idée générale, tout le monde l'a. Le capitalisme est à la fois de la colonisation et de l'extractivisme. Donc tout le monde est confronté à ça. Mais ça se joue situation par situation. Et que les alliances se font comme ça. Elles ne se font pas avec l'idée générale de ce qu'est l'antiracisme. Parce que sinon, on peut s'empailler pendant des siècles sans arriver à rien, quoi. Il faut se situer dans les réalités particulières et accepter la diversité des approches. Ce que vous dites sur l'Amérique latine, bon, c'est des approches différentes qui ont leurs valeurs, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, mais qui ne s'excluent pas, mais qui sont différentes. Donc, ce n'est pas un problème, quoi. Enfin, je sais pas. Je vous repasse le micro supplémentaire. Une dernière question. Non, juste rapidement savoir quelle lecture collective vous avez là, toutes les trois, de ce qui s'est joué aux résistantes cet été, et des points d'achoppement, des points de rencontre aussi qui s'est joué là. Et tu es passé un peu vite sur ton PowerPoint, mais il y avait une typologie que tu as fait dans ton mémoire qui peut être peut-être intéressante de rappeler, juste sur la place que peuvent avoir, les violences que peuvent subir les personnes racisées dans les milieux écolos, et la place particulière et subordonnée qu'ils peuvent avoir, qu'ils et elles peuvent avoir. On a le temps. On a encore le temps? Ah pardon, je n'ai pas compris. Vous voulez répondre déjà? Ça fait 3 questions, c'est pas mal. Non, après, je peux remettre le micro dans la salle. Ouais, ok. Alors, les résistantes. Il y a un super article sur Reporter. Ouais. Bref, du coup, en fait, ouais, donc les résistantes, pour ceux et celles qui connaîtraient pas, cet été, c'était la 2e édition du coup d'un grand festival écologiste qui a vocation à rassembler énormément de monde sur 3-4 jours et à faire justement toutes ces effervescences de rencontres militantes, etc. Et enfin, ouais, c'est très mal défini là, les résistantes, mais bref, du coup, c'est un festival écologiste qui a eu lieu là pour sa 2e édition en Normandie en août dernier. Et à la fin, du coup, lors de la plénière de clôture des résistantes, il y a eu l'organisation des résistantes étant prévenue quand même, une forme de happening antiraciste sur la scène de la plénière. Et du coup, donc des personnes racisées présentes au sein des résistantes se sont rassemblées 1 heure avant pour préparer le fait de poser qu'il y avait eu pendant ces jours de festival beaucoup trop d'actes racistes, de propos racistes qui ont été portés pendant l'événement. Du coup, moi, ma lecture de ça, c'est que oui, il y a eu beaucoup de propos racistes, notamment liés au contexte de la Palestine, mais pas que. Mais moi, c'est celui qui m'a beaucoup marqué. Moi, je suis intervenue du coup pendant les résistantes au nom d'un collectif qui s'appelle l'Observatoire Terre-Monde. Et du coup, moi, j'intervenais sur la question de la radioactivité en Maui-Nui et en Algérie, et du coup sur ce rappel de l'histoire coloniale, du nucléaire, tout ça. Et je co-intervenais avec une camarade de Vietnam Dioxine sur la question du coup de l'intoxication à l'agent orange du Vietnam, et avec une personne du COADEP pour la question du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe.
Et nous, on n'a pas tout à fait fini notre table ronde parce que la personne du COADEP, qui est une personne noire, s'est fait agresser à de multiples reprises pendant les résistantes. Et parmi les questions qu'on a eues, il y en a une qui a un peu fait déborder la capacité à se prendre trop de racisme pendant le festival. Et du coup moi j'ai un peu commencé aussi le week-end par un contexte comme ça de prise de parole publique qui est déjà pas simple, et puis en fait ça se finit en clash, quoi. Et du coup ça c'était un exemple parmi beaucoup de dynamiques. Moi ça a fait du coup depuis à peu près 2010-2011 que je milite sur les questions environnementales. Et je trouvais pas qu'il y avait plus de propos racistes que d'habitude. Juste, là, il y avait plus de personnes racisées que d'habitude. Et du coup, ça faisait que les propos racistes entendus étaient plus inacceptables qu'ils l'étaient habituellement, et qu'il y avait plus de capacité collective entre personnes racisées à s'en parler, à se donner des warnings, à débriefer ensemble. Et il y avait aussi des personnes de ces collectifs dont j'ai fait la liste qui étaient présentes, et du coup qui ont aussi une habitude d'organisation collective à l'intersection de l'écologie et de l'antiracisme. Et du coup ça a fait que ce qui est d'habitude assez normal dans les espaces écologistes, d'entendre des propos, de voir des formes d'agression raciste, l'a été beaucoup moins qu'à l'habituel. Et du coup ça a permis pour moi je le vois comme une avancée dans le cadre de la lutte écologiste sur les questions d'antiracisme, et le fait que ça ait pu être visibilisé dans le cadre de la plénière de clôture. Et bon, c'était un moment à titre personnel que j'ai trouvé assez dur, et qui moi m'a mis face à mes propres appartenances, où quand ça fait longtemps qu'on milite dans un espace qui est blanc, du coup on a beaucoup de camarades blancs, et notamment dans l'organisation des résistantes, et que l'organisation des résistantes n'était pas très bien de voir la plénière se passer comme ça, et que du coup tu vois des amis en PLS, quoi. Et de l'autre côté, en fait c'était important politiquement de porter ça, et du coup ça a été un moment hyper dur de plein de manières. Mais du coup, ça a posé une forme d'inconfort collectif pour se dire, ok, là, il y a vraiment un problème de racisme structurel à l'écologie, et sur lequel, en tant que collectif écologiste et donc de gauche, et qui voulons poser un projet politique écologiste, il faut qu'on travaille collectivement là-dessus. Je suis désolée, je suis trop long. Et ah oui, mais la typologie, je vous jure, c'est trop. Je peux le faire en une phrase par case, quoi, mais... du coup, ça, c'est une typologie qui est issue de mon mémoire, dont je voulais vous parler rapidement. Mais j'avais repris une technique de Malcolm Ferdinand, qui développe dans le bouquin du coup une écologie décoloniale dont on vous a déjà parlé, où il fait des figures idéales typiques pour donner à voir des processus qui se mettent en place. Et du coup, moi, j'ai essayé de créer des figures idéales typiques comme il l'a fait, pour donner à voir la manière dont des formes de racisme et de classisme se jouent dans le milieu écologiste. Et du coup, ça se joue en deux catégories. La première, c'est la manière dont les personnes qui ne sont pas dans des milieux écologistes, et qui sont pour la plupart du coup racisées, issues de quartiers populaires, de la classe populaire, sont traitées par les écologistes. Et c'est à chaque fois dans mon mémoire du coup étayé par des exemples que moi j'ai vus pendant mon enquête, quoi. Et du coup, c'est la première colonne dont les quartiers populaires de façon plus large sont exclus de l'histoire environnementale, avec du coup dans le contexte en 2021 où je soutiens pas de place pour les quartiers populaires dans cette histoire de l'écologie française, quoi. Et du coup, pour aller très vite, vraiment, je vais essayer de faire une phrase par case. La première case, c'est la figure de l'ignorante. La figure de l'ignorante, du coup, elle caractérise la manière dont les écologistes ont l'impression que les personnes racisées de quartiers populaires ignorent qu'il y a un problème écologique, et qu'il y a un contexte de changement climatique, etc. Et c'est moins le cas aujourd'hui, et tous les collectifs dont on vous a parlé permettent de donner à voir que c'est plus présent. Mais moi, du coup, quand je fais mon enquête entre 2018 et 2020, c'est un truc constant que les écologistes vont en quartier en disant mais les gens savent pas, faut qu'on aille leur dire, quoi. Et du coup il y avait ce truc là d'une figure, je le dis très vite mais je pourrais enfin voilà, c'est pas
bien dit, mais voilà. Du coup, cette figure de l'ignorante. La figure numéro 2, c'est celle de l'inconsciente, qui est très proche de celle de l'ignorante, mais qui donnait à voir une petite nuance, qui est que, du coup, les écologistes majoritaires avaient ce rapport-là de ok, les personnes ne savent pas, mais en fait, même quand elles savent, elles se mettent pas en action. Elles se revendiquent pas comme écologistes, et du coup nous on va leur montrer comment faire, on va les convertir à l'écologie. Et du coup ça, la figure de l'inconsciente, elle renvoyait un peu à cette mission civilisatrice des écologistes en quartier populaire, et j'utilise sciemment des termes néocoloniaux et aussi liés un peu à une perspective religieuse de la mission civilisatrice qu'il y avait dans le temps des colonies, parce que c'est vraiment comme ça que le recevaient les collectifs de quartier avec lesquels je travaillais, qui me disaient vraiment les écolos c'est des colons, ils nous disent ça, ils nous parlent comme ça, et voilà. Et du coup, l'inconsciente, elle traduit ce rapport paternaliste et néocolonial qui se jouait sur ces rapports-là. La colorante, c'est la manière dont les personnes racisées, du coup, qui ne sont pas dans un collectif écologiste, vont être utilisées pour la photo. Donc vraiment le truc b.a.-ba de on va colorer un truc alimentaire en utilisant du colorant, quoi. Et du coup, dans ces cadres-là, les personnes racisées ne sont pas humanisées, ne sont pas respectées, et sont utilisées comme des ressources, quoi, pour le dire très vite. Et du coup, il y avait un exemple assez criant de l'utilisation d'une photo constante d'une personne, d'une femme noire, dans le cadre de la com d'un collectif écologiste quasi 100% blanc, et qui mettait beaucoup en avant cette personne noire. Et j'appuie le fait que c'était une personne noire parce que l'usage du corps des personnes noires dans l'histoire de la colonisation et de l'esclavage est pour moi d'autant plus grave dans ces contextes-là, quoi. La deuxième colonne, du coup, c'est la manière dont les personnes racisées sont traitées dans le cadre des collectifs écologistes, quand ces personnes militent dans des collectifs écologistes. Du coup, là où quand elles sont en dehors, il y a ce truc de l'exclusion et de l'invisibilisation. Là, ce qui se joue, c'est plutôt ce que j'ai appelé la contrainte à l'intégration, qui est un truc assez classique de comment tu t'intègres et comment tu dois t'aligner à la norme, quoi. Du coup, la première figure, c'est celle du pion. J'avais pris ce terme parce que c'est la traduction française de token, et du coup, ça renvoie au phénomène du tokenisme qui a beaucoup été du coup analysé par d'autres chercheurs et chercheuses dont j'oublie les noms là tout de suite, que je pourrais chercher, mais je vais essayer de faire ça vite. Et du coup, le tokenisme, ce phénomène-là, c'est assez proche de la colorante, mais en interne du collectif. La manière dont on va utiliser une personne racisée dans un collectif pour la mettre à des endroits où en fait sa tête est utile, en gros. Et j'avais un exemple qui revenait beaucoup, du coup, d'une des 3 personnes sur 100 militants racisés d'un collectif avec lequel je travaillais dans le cadre de ma thèse, donc 3 personnes sur une centaine, quoi. Et elle était invitée, elle était néo-militante dans ce collectif, elle était invitée aux réunions avec le Front de Mer notamment, parce que ça faisait bien quand même qu'elle soit là, quoi. Et elle savait pas pourquoi elle était là. Et du coup, enfin voilà, je vous donne un exemple de c'est quoi le tokenisme, mais ça c'en est un, quoi. L'invisible, c'est un truc qui revenait beaucoup en entretien avec les personnes racisées des collectifs écologistes, qui était ce sentiment que, à force de rabâcher que les écolos sont des blancs, ces personnes se sentaient complètement invisibilisées dans le collectif. Avec ce truc de ouais, nous on est un collectif de blancs, on est un collectif de blancs, on est un collectif de blancs. Et en fait, les personnes étaient là, mais du coup, moi, qu'est-ce que je fous là ? Et en fait, moi, je suis pas blanche. Et du coup, comment ça renforçait un espèce de mécanisme d'invisibilisation, quoi. Et qui pouvait pousser à partir, quoi. En entretien, on témoignait beaucoup du fait que ça mettait en doute le fait de rester dans le collectif, quoi. Et la performatrice, c'est l'inverse de l'invisible. C'est la personne qui va performer. Donc le fait de performer, c'est un concept qui vient plutôt des études queer, des études féministes, qui est le fait d'avoir une forme de théâtralisation d'une assignation. Et du coup, le fait de performer sa masculinité, performer sa féminité, bah là, c'était performer sa racialité, quoi. Et du coup, c'est un peu... bon, je suis arabe, du coup, je me permets. C'est un peu la personne qui va arriver avec le couscous à la Réunion, quoi. Et avec ce truc en fait, faut que vu qu'on est dans un collectif dominant, et que je suis une personne dominée, il faut que je justifie qu'est-ce qui fait que je peux avoir droit à cet espace. Et du coup, il faut que j'apporte la petite touche en plus de l'exotisation et de la performance raciale pour pouvoir me sentir légitime à être dans cet espace. Et du coup, ça crée des formes d'injonction à la performance des personnes racisées qui vont parler du couscous et du mafé, quoi. Et du coup, enfin voilà, bref.
c'était la typologie du coup que j'ai travaillé dans mes recherches. Voilà. D'autres questions? On prend ici. Merci beaucoup déjà. Et je voulais juste revenir très rapidement sur le concept de justice environnementale dont vous parliez. Je me demandais si vous aviez des exemples de justice environnementale, du coup, qui vient chercher à faire réparation, comme vous en parliez tout à l'heure, au contraire de la justice environnementale qu'on voit plus en France, donc qui veut redistribuer les mots pour vous citer. Voilà, juste des exemples concrets, mais rapidement. En vrai, du coup, aux États-Unis, il y en a plein, quoi, ce truc du rapport à la réparation et de comment. Enfin, c'est même un truc qui a été jusqu'à du coup le décret de Clinton de 94 là, dont je vous parlais, et la manière dont eux ils ont carrément institutionnalisé la justice environnementale. Ça pose du coup dans les enjeux face à des cas qui sont prouvés d'injustice environnementale, des nécessités de formes de réparation qui sont plus des bails. Enfin, du coup, le modèle classique de la réparation, c'est la désintoxication. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais ouais, le fait de travailler un espace pour enlever les toxiques qui l'empoisonnent, quoi. Et que ça, c'est un peu l'exemple majeur. Après, du coup, parmi les revendications, il y a aussi ce rapport à donner du pouvoir aux communautés locales sur l'espace, quoi, et de faire que... du coup, ils et elles ont leur mot à dire sur les types de projets, notamment les projets industriels qui s'implantent sur le territoire, et qui est une forme de réparation, de retour de pouvoir, quoi, de souveraineté. Ouais, je sais pas. Après, il y en a plein en tant que tel des exemples de ce type-là, mais je sais pas si ça répond à ta question. Bon, ce sera un grand débat parce que c'est pas non plus seulement la justice réparatrice. Parce qu'à la limite, notre affaire à tous est dans la justice réparatrice, c'est-à-dire qu'ils demandent de l'argent pour réparer les dégâts, etc. Bon, bref, c'est trop tard là peut-être pour partir sur ce que voudrait dire cette justice. Ce que je voudrais ajouter quand même, c'est que, et ça majore un peu la gravité de la chose, les résistantes, c'est pas un festival. C'est pas un festival d'écologie. Ça se présente pas du tout comme ça. C'est organisé avec des camarades qui ont fondé une association qui s'appelle Terre de lutte, qui est assez proche des soulèvements de la terre. Non, parce que festival, bon, on peut se dire, il y a des soirées, on est un peu éméché, je sais pas quoi. C'est pas un festival. Et dire que c'est non. Dire que c'est un festival d'écologie, pour moi, c'est un prisme qui me gêne un peu, parce que c'est dévaloriser aussi ce qui se passe dans les résistantes. Et il faut absolument pas nier qu'il y a eu ce que tu as raconté. Bon, il n'en reste pas moins que c'est pas un festival. Voilà. C'est quand même des rencontres de lutte, quoi, des coordinations de lutte, des rencontres de lutte. Et c'est peut-être d'autant plus important de poser là la question du racisme, parce que ce sont justement des militantes, des militants qui sont censés avoir dépassé tout ça, quoi. C'est pour ça que pour moi, c'est plus... et puis, malgré tout, parce que des résistantes, malgré tout ça, reste un espace extrêmement important, voilà, voilà, je sais pas comment le dire, c'est pas écologique, mais en tout cas des mouvements sociaux. Bon, il paraît qu'il faut conclure. Donc, je vous remercie beaucoup. Je voudrais voulu dire un truc. C'est qu'en fait, bon, sur l'écologie, bon, moi je ne suis pas liquidatrice non plus, et je suis consciente du prisme qu'il y a dans le terme écologie, et beaucoup de gens font de l'écologie sans le dire. C'est comme la même chose pour le féminisme. Il y a beaucoup de femmes qui ne se revendiquent pas du tout du féminisme, et qui par ailleurs ont choisi des luttes ou des modes de vie qui sont, qu'on pourrait dire, féministes. Bon, bref. Donc et pour l'écologie, c'est pareil.
C'est exactement la même chose. Mais justement, c'est parce que là, en ce moment, enfin, il y a quand même depuis une dizaine, vingtaine d'années, des historiens, des historiennes qui travaillent sur les histoires environnementales. Et ça me fait penser à l'histoire que tu racontais, Renda, sur comment dans les quartiers, ces femmes qui, par exemple, veulent de la cuisine végétarienne, bon, aussitôt elles sont traitées de communautaristes, il y a d'autres trucs, etc., islamistes, enfin, bon, tout ce bazar. Ou bien on invisibilise. Mais ce que je crois vraiment, c'est que même dans le mouvement mainstream, tout ça, ce qui s'est passé, c'est que on a eu tendance, et ça aussi, c'est pas seulement raciste, c'est aussi classiste, je dirais. On a eu tendance, depuis les années 60, à considérer que ça y est, dans les années 60, dans nos sociétés développées, on a eu une conscience environnementale qui s'est développée et qui même a surgi, comme si ça n'existait pas avant. Et que tout à coup, il y a eu un mouvement environnemental, un mouvement écologique, etc., balayant tout ce qu'il y a pu y avoir auparavant, qui ne se revendiquait pas obligatoirement écologiste, mais qui portait sur la défense de milieux de vie, la défense contre l'intoxication, la défense de des terres. Moi, je pense aux histoires du remembrement, toutes les luttes qu'il y a eu à ce moment-là, bon bref, et puis même au 19e siècle. Et ça, je pense que aussi, ça fait partie de ce que tu appelles peut-être une écologie blanche, parce que ça, enfin, c'est pas seulement blanc, c'est que ça invisibilise toute une partie de lutte qui, depuis la modernité, ou en tout cas depuis le 19e, de fait, sont des luttes de défense des milieux de vie, de la subsistance, des conditions de vie, bon, d'un certain rapport à la terre, à l'habitat, bon, bref, et qu'on a complètement invisibilisé aussi. Et en les revisibilisant, on revisibilise tout le monde, enfin un peu plus. Hein, c'est... Ouais, sur la question de la classe, enfin, pour moi, un des enjeux responsables de ça, c'est ce qu'on appelle les théories post-matérialistes, qui sont un peu du coup le prisme de la manière dont la sociologie des mobilisations a travaillé la question des luttes écologistes en posant le fait que l'écologie comme le féminisme seraient des luttes post-lutte matérialiste, donc post-syndicale, post-ouvrière, etc. Et que du coup, ça serait des luttes qui ne seraient portées que par des personnes déjà bien loties, quoi. Qu'il faudrait avoir les moyens et le temps pour être écologiste ou féministe. Et enfin, ça me fait juste rebond sur, parce qu'on parlait de Juan Martinez Allier tout à l'heure, et du courant de l'écologisme des pauvres, et de la manière dont, du coup, le courant post-matérialiste, il a marqué durablement nos imaginaires collectifs, avec le fait qu'on retrouve beaucoup ces discours-là de ah non, mais en fait, ces gens-là, notamment en quartier, ils sont pas écologistes parce qu'ils n'ont pas le temps et pas les moyens. Et du coup, le travail qui a été fait par le courant de l'écologisme des pauvres, ça a été de poser le fait que, en fait, non, il y a aussi des pauvres écologistes. Bon, après, on peut discuter des choix des termes et des choix de plein de choses avec Juan Martinez Allier, mais ça a eu quand même ce truc de pouvoir hyper fort, notamment dans le champ académique, de créer un nouveau courant de pensée qui allait à contre-pied des théories post-matérialistes et qui posait justement le fait que la centralité des luttes écologistes, qui documentent du coup dans cet ouvrage-là et dans le reste de leurs recherches, qui est que l'écologie est une lutte de la matérialité. Et que les questions de matérialité sont des enjeux sur lesquels les peuples luttent depuis des décennies, dès lors qu'on attaque leurs terres, leurs infrastructures, qu'on met en place des nouvelles industries, les automobiles, etc., etc. Et du coup, ce bouquin dont on vous parle, l'écologisme des pauvres, il fait une typologie de l'Inde, du Pérou, du Japon, etc., sur des luttes qui ne se revendiquaient pas comme écologistes, mais qui le sont en partant, du coup, eux, à ce moment-là, le bouquin est de 2002, ils se disent, OK, il faut qu'on redore dans le cadre des mobilisations écologistes les dits Sud, et du coup, ils partent d'exemples en dehors du contexte européen ou nord-américain. Et c'est ça qui pose ce cadre-là, quoi. Et du coup, la justice environnementale s'associe à tout ça, mais ouais.
Bon, je pense qu'on va remercier tout le monde. On va se remercier Renda et Laurence, merci.